Bonjour, donc, je me présente, je m'appelle Timothée Duron, et aussi mon acolyte Laurent Gallon. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'utilisation du robot pédagogique Timio dans les cycles 3 et 4, et donc ça dans le cadre d'un projet qui s'appelle IFRAN Persévérant. Donc, dans un premier temps, je vais donc vous présenter le projet, puis ensuite faire un petit focus sur qu'est-ce que la programmation événementielle. Ensuite, on vous présentera le robot et un exemple d'activité que l'on fait du coup en classe de CM2. Donc, le projet Persévérant, c'est quoi? C'est un projet PIA2, qui est financé par les projets d'investissement d'avenir. C'est un projet IFRAN pour espace de formation, de recherche et d'animation numérique, qui a commencé l'année dernière en 2017 et qui finira en 2020, qui est copiloté par l'ESPE et le rectorat, et qui réunit donc plusieurs entités en Aquitaine, donc de nombreux laboratoires de recherche, des institutions, des nombreux établissements scolaires et des structures proches d'enseignement pour Cap Science, par exemple, pour la formation des enseignants. Donc les objectifs de ce projet Persévérant, du coup, c'est donc d'observer, de mesurer l'impact des outils numériques sur la persévérance scolaire. Et donc nous, on va utiliser des robots pédagogiques, des tablettes et des Fab Labs dans le projet Persévérant. Et donc le projet Persévérant, c'est plusieurs sous-projets. Il y en a deux sur les territoires landais. Un qui utilise les tablettes et un qui utilise les robots. Donc moi, je vais vous présenter un peu plus du coup la partie sur les robots. Et donc, dans ce sous-projet-là, on cherche du coup à observer, comme on a dit, la persévérance scolaire, mais du coup, nous, c'est via l'utilisation des robots. Est-ce que l'objet tangible a un intérêt ou pas? Donc, on va essayer d'observer, de mesurer ça. Pour ça, on va du coup fournir des modules dans lesquels on va faire un apprentissage de la programmation, et du coup, pour faire déplacer le robot. Donc, on va essayer de programmer les robots. Et on peut aussi le faire avec Scratch ou des outils comme code.org. Et on veut regarder si l'objet physique, l'objet tangible, manipulable, a un intérêt ou simplement déplacer un avatar sur un écran apporte le même intérêt pour les élèves. Et donc la persévérance, on essaie de l'observer un peu tout le long, c'est-à-dire qu'on a des robots qui vont pour le CP, pour l'école maternelle, puis pour les différents cycles. En fait, on va avoir une progression, je vais les présenter un peu juste après. Et on va essayer aussi de regarder si, du coup, c'est le point que j'ai oublié là, si les robots et la programmation peuvent avoir un intérêt dans d'autres matières que la techno et les maths. Est-ce qu'on peut faire de l'art avec? Est-ce qu'on peut travailler le français, ce genre de choses? Et est-ce que ça va motiver les élèves? Est-ce que ça va modifier leurs idées sur les matières sur lesquelles ils travaillent? Et donc, pour pouvoir mesurer et observer tout ça, il nous faut donc une zone d'expérimentation. Donc voici une carte qui représente un peu les écoles qui sont partenaires avec nous. Donc on a principalement 3 secteurs de collèges, 10 écoles primaires. Alors les collèges ont une particularité, c'est qu'on va pouvoir leur fournir les mallettes de robots. Et en fait, du coup, toutes les écoles qui sont en dessous, qui sont dans le secteur, vont pouvoir réserver les mallettes pour pouvoir faire les cours dans leurs écoles. Donc pour nous, les collèges sont un peu centrales dans cette zone d'expérimentation. Du coup, en 2016, on a réussi à former 800 élèves, un peu plus de 800 élèves. Et en 2017, on a un peu plus de 1000 élèves qui seront formés du coup, sur différents robots. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a différents modules. C'est-à-dire qu'on part en école maternelle et au CP avec le Bluebot. On va pouvoir programmer le robot directement dessus. Et ensuite, on lance le robot et faire le déplacement qu'on veut pour sortir d'un labyrinthe. Donc ça permet de regarder l'orientation dans l'espace, etc. Un peu plus tard, au primaire, on utilise du coup code.org et Dash. Donc code.org est un site web sur lequel on peut déplacer des avatars un peu de la même manière. Et donc du coup, au départ, ils font juste du code.org et ensuite, ils font du code.org plus du Dash, où ils vont faire la même chose, mais transférer du coup sur un objet tangible, sur des tapis. Ensuite, on passe sur du Timio, donc c'est le robot qu'on va présenter un peu plus aujourd'hui. Donc avec différentes interfaces de programmation, donc le VPL pour Virtual Programming Language. Donc c'est des cartes qui vont déplacer, pour écrire les programmes. Ensuite, ils ont la même chose, mais en mode avancé. Ils auront un peu plus de choses sur lesquelles ils vont pouvoir travailler, commencer à régler certaines variables, certains seuils de capteurs, etc. Ensuite, ils peuvent passer sur du Blockly ou du Scratch. Et ensuite, au lycée, ils peuvent passer sur du textuel. Donc ça nous permet d'observer un peu tout au long de leur scolarité. Donc du coup, au niveau du matériel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, chaque collège en fait gère les mallettes pour leur secteur. Donc ils ont
par collège une mallette de Timio. Donc il y a 10 robots dans chaque mallette, avec les tapis d'activité. Donc vous verrez, là il y en a un par exemple par terre, c'est celui de la Formule 1. On a la mallette du Bluebot avec les tapis d'activité pareil, et une mallette de Dash aussi. Et pour les lycées, qui sont équipés en robots aussi, ils ont donc une mallette de Timio avec les tapis et des soutiens par le biais des cordées de la réussite. Donc pour ce qui est des formations, c'est la DSDEN et la Maison pour la Science qui permettent de former et de faire les formations pour les enseignants. Et donc chaque année, il y a 2 formations. Donc la première formation, c'est pour la prise en main, la découverte des robots, pour qu'ils puissent prendre en main ça. Et la deuxième année, on fait pareil, donc on revoit un peu les bases des robots pour les aider et renforcer un peu leur capacité. Et ensuite, pour nous aussi, avoir un retour d'expérience sur comment ils ont vécu ça, comment ils ont réussi à se débrouiller avec, et s'ils ont des suggestions, des choses qu'ils voudraient modifier, et essayer de les aider là-dessus. Donc, si on va parler un peu du coup maintenant de programmation, donc des langages de programmation, il en existe une multitude. Mais du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, un langage de programmation, c'est comme un langage dit naturel tel que le français. On a à chaque fois une syntaxe et une grammaire. Et donc du coup, on peut travailler plusieurs choses avec ça. C'est-à-dire leur faire travailler dans un langage naturel, déjà l'algorithme, et ensuite le transférer avec un langage de programmation. Dans la programmation, il y a 2 grands paradigmes, on va dire. Donc il y a la manière de programmer, donc il y a la programmation dite séquentielle, donc c'est ce qu'on fait avec le Dash par exemple, où on donne la suite d'instructions, et les instructions vont se faire à la suite. Si j'ai toujours à faire la même chose et que mon environnement ne va jamais changer, ça ne sert à rien de prendre en compte l'environnement. Si je sais que je dois juste faire cette action-là, puis cette action-là, puis cette action-là, dans cet ordre-là tout le temps, je les enregistre et je le fais du coup en séquentiel. Du coup, en séquentiel, c'est ce qu'on a. On l'appelle aussi impératif. Du coup, j'écris depuis le début jusqu'à la fin ce que je dois faire, et du coup, on va avoir le déplacement de l'abeille qui va correspondre pour aller jusqu'au bout en passant par chaque fleur, et à chaque fois, s'il y a du nectar sur chaque fleur, on le récupère. Donc on voit bien en fait que la séquence d'instructions va se faire, et on va le répéter du coup pour la boucle là 4 fois. Alors que pour l'autre partie, en événementiel, on connaît en fait les différentes situations qu'on peut avoir. Par exemple, je suis face à une route, il y a plusieurs cas. Il n'y a pas de voiture, je traverse. Il y a une voiture à gauche, je m'arrête. Une voiture à droite, je m'arrête. Et en fonction de la distance aussi, on peut écrire plein de multi-cas comme ça. Mais en fait, je ne sais pas quel cas va y avoir quand je vais y arriver. Et donc du coup, on écrit tous ces petits cas. Et dès que l'événement arrive, on fera du coup la séquence d'instructions qui était dedans. Donc c'est ce qu'on appelle la programmation dite événementielle. Ici par exemple, quand on cliquera sur le petit drapeau, il va dire hello pendant 1 seconde, et puis il va avancer 10 fois de 10 pixels. Et ici, quand ce lutin est cliqué, il va dire oups pendant 2 secondes. Donc j'ai 2 petits programmes séquentiels, mais du coup c'est de l'événementiel parce qu'on a 2 événements au départ. Et je ne sais pas lequel va être fait, parce que je peux le faire dans n'importe quel ordre. Je peux le faire même plusieurs fois celui-là, puis celui-là, et du coup on va s'adapter en fait à l'environnement et aux actions qui vont se passer par l'environnement. Du coup voilà, l'événementiel c'est une boucle infinie dans laquelle on n'a que des si alors. Si j'ai mon événement, alors je fais le déclenchement des actions, qui sont du coup écrites elles de manière séquentielle. Donc oui, c'est ça, une action peut être composée d'une ou plusieurs instructions, qui du coup sont séquentielles. Donc ça c'est juste l'explication du programme qu'on a vu juste avant, en mieux écrit. Donc c'est ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les différents types de robots, les différents modules qu'on avait, c'est ce qu'on a fait au départ. Donc avec le Bluebot et le Dash, on travaillait du coup de manière séquentielle, impérative. Et ensuite on passe avec le Timio qu'on va vous présenter tout à l'heure, on passe en programmation événementielle, avec les différents outils de programmation qu'on a vu un petit peu tout à l'heure.
Donc le robot Timio, c'est un robot qui a été créé par l'EPFL à Lausanne. Il est spécialement conçu du coup pour l'éducation et pour la programmation. Donc il a une multitude de capteurs, il peut prendre beaucoup de choses en compte sur son environnement. Et du coup il est très largement utilisé dans les écoles et les collèges. Et c'est exactement l'utilisation qu'on en fait nous aussi. Bon, il est bardé de capteurs, je ne vais pas faire tout le tour, c'est des détails techniques. Si vous avez des questions, on pourra en discuter après tout à l'heure. Et donc là, on va voir un peu plus les interfaces de programmation qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le VPL. Donc on va voir sur le côté en fait les cartes liées aux événements, qui sont les cartes liées du coup à chaque capteur. Donc on va pouvoir prendre les cartes et les glisser, et ensuite sélectionner les capteurs qu'on veut, en fonction de si on veut qu'ils détectent quelque chose, qu'ils ne détectent rien, ou alors qui détecte et qui ne détecte rien en même temps. C'est-à-dire qu'on ne prend pas vraiment en compte l'état du capteur. Donc du coup, on peut écrire plusieurs combinaisons, on va pouvoir écrire plusieurs lignes pour chacun des cas qu'on veut écrire. Et à chacune du coup, de ces événements qu'on aura sélectionnés, il va falloir écrire les actions que l'on veut faire avec les cartes dits actionnaires. Donc là, on est déjà en mode avancé. On peut le changer en fait avec la petite tête de l'enseignant ici. Et si on l'enlève, on va avoir beaucoup moins de choses qui vont être disponibles, notamment, je pense, au mode et les réglages des seuils ici qui ne seront pas disponibles. Une deuxième interface qu'on utilise aussi, donc du coup, c'est le Azeba. Donc c'est comme Scratch, c'est du bloc-lit du coup. Donc on prend les blocs qui sont tous rangés pareil sur le côté, donc ils sont triés en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc c'est pareil, on prend les blocs, on les met à la suite, et on crée nos petites séquences. Et donc on peut en écrire plusieurs du coup pour avoir plusieurs, comme on est en événementiel, avoir plusieurs événements différents pour gérer plusieurs cas. Et ce qu'on utilise au lycée, donc là c'est la programmation textuelle. Donc là on vient vraiment sur de la programmation qui est un peu plus compliquée, parce que quand on déplace des cartes, on n'a pas de syntaxe, pas de grammaire sur lequel il faut se soucier. Quand on fait du bloc-lit, c'est aussi simplifié parce qu'on ne peut pas se tromper de variable, parce qu'on attrape le bloc et on le met. Donc on n'a pas d'erreur comment je pourrais dire, se tromper de lettres, mettre 2 fois la lettre, ce genre de choses qui fait que ça ne marcherait pas. Donc là par contre on va retrouver tous ces problèmes-là, où il faudra être beaucoup plus rigoureux du coup dans la manière d'écrire. Mais du coup on peut plus facilement aussi manipuler le robot parce qu'on va pouvoir vraiment gérer toutes les variables qu'on veut et toutes les données du robot. Donc il existe une passerelle de Scratch vers le bloc-lit que j'ai encore jamais utilisé pour le moment, donc je ne vais pas trop en parler. C'est ça. Donc voilà, donc le Timio, nous on l'utilise à partir du CM2 et on va du coup jusqu'au lycée, en passant du coup avec les différentes interfaces de programmation qu'on a pu revoir juste avant. Et donc nous, notre idée, c'est de créer un cahier d'activités qui sont utilisables et de les enrichir à chaque fois de différentes variantes, de différents niveaux de difficulté pour aller du coup du CM2 jusqu'à la fin du collège. Donc par exemple, on a un circuit de Formule 1, donc c'est celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est assez simple, on a le circuit avec deux stands, et du coup il va falloir faire déplacer les robots sur la ligne. Donc l'idée, si j'arrive à l'ouvrir. Merci. Ah, je l'ai perdu. La loupe. D'accord. Pourquoi j'ai pas ma souris? J'ai pas ma souris en fait. Juste. Bah oui. Les PC c'est bien mieux. Je suis pas d'accord. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est que pour chaque activité, on va avoir du coup une fiche un peu sous cette forme-là.
donc avec un descriptif de l'activité, une image qui représente un petit peu du coup le tapis qu'on utilise, avec des liens vers des vidéos pour montrer un peu déjà des choses qui ont été faites. Et ensuite, on va du coup expliquer les différentes mises en situation, avec du coup le matériel nécessaire et découper ensuite l'activité en fonction du niveau de l'élève. Donc si c'est une utilisation en primaire, on reprécise quelle interface de programmation on utilise, on réexplique un peu du coup l'idée et les compétences qu'on fait travailler du coup, et on réécrit en étapes ce qu'on veut faire. Ce qui est pas mal avec la Formule 1, c'est que du coup on a une activité par projet, parce qu'en fait on peut commencer par déjà arriver à juste faire le suivi de ligne, et une fois qu'on a réussi à faire ça, on peut commencer à enrichir en fait la programmation. Dire maintenant je vais prendre en compte le fait que y a peut-être un autre robot devant moi, qui sera peut-être à l'arrêt sur la piste. Donc il faudra alors ralentir ou s'arrêter en fonction de ça. Après on peut s'amuser à rajouter les petites boîtes qu'on a sur le tapis, pour dire par exemple si j'ai un objet qui est sur ma droite, alors je vais rentrer à gauche sur le stand. Donc après on peut commencer à enrichir l'utilisation du robot. Alors une petite boîte, on peut mettre n'importe quoi, une trousse, enfin tout ce qu'on a comme objet. Et donc on décrit toutes ces activités et ces différentes variantes, avec à chaque fois, pour chaque niveau, Hop là. Sur la safety car, oui. C'est ça. Donc pour la troisième, on a une idée qui nous paraissait assez sympathique. Du coup, c'était de... Mais de toute façon, on va la présenter après. C'est de commencer les robots peuvent communiquer en infrarouge. Et donc on a essayé de mettre un protocole de communication entre les robots pour justement se dire, comme dans une course, on peut avoir un accident, donc une safety car qui va rentrer en piste, et du coup faire ralentir tous les robots. Mais pour ça, pour qu'ils changent de mode, il faut qu'ils communiquent entre eux. Donc on va le présenter un peu plus après. Et l'idée, c'est que l'activité n'est pas figée. Nous, c'est des propositions qu'on fait avec différentes variantes. Ensuite, les enseignants peuvent l'adapter à ce qu'ils veulent faire en cours, en fonction des idées qu'ont les élèves, etc. Donc nous, on propose des choses. C'est ça que les retours d'expérience, pour nous, c'est aussi très important. C'est de la co-construction entre nous et les enseignants. Donc ça, c'est juste le suivi de lignes simples quand est fait lors d'un concours robotique. Donc on voit le robot qui tâtonne un petit peu entre les deux côtés de la ligne. Il essaye d'avancer, de poursuivre la ligne. Et ça, c'était des élèves de CM2 en une journée. C'était des Olympiades, je crois, celui-là, à ce moment-là. Et donc du coup, si on reprend en VPL, on a du coup les 4 cas possibles. Si j'écris le programme type, c'est-à-dire si je suis sur la ligne noire, du coup je vais tout droit. Si je commence à déborder sur le blanc à ma droite, du coup il faut que je tourne à gauche, inversement. Et si jamais je suis trop sorti de la ligne, il va falloir que je me revienne d'un côté de la ligne. Donc moi, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je mets un moteur à fond et un moteur à fond en marche arrière. Ça fait que je pivote sur moi-même et je suis sûr de retrouver du coup ma ligne. Dès que je commence à quitter la ligne, je vais forcément faire un demi-tour pour le rattraper. Donc voilà pour l'exemple du coup en CM2. Et ça, il leur faut à peu près 1 heure pour arriver à comprendre comment fonctionnent les capteurs, etc. Arriver à définir les 4 cas qu'ils vont rencontrer. C'est 1 heure parce que je prends en compte le fait qu'on leur explique les capteurs avant, parce que les premières fois que j'utilise les capteurs, en fait les capteurs de dessous c'est les mêmes qu'il y a devant et derrière, des capteurs de proximité. Et c'est un peu perturbant pour eux de se dire qu'avant je détectais quelque chose, je ne le détectais pas en fonction de la distance, alors que là je suis au sol, j'ai toujours la même distance au sol, mais je peux capter une ligne noire ou du blanc. Et ça les perturbe un petit peu. Donc après on leur explique que si on a un t-shirt blanc et un t-shirt noir en plein soleil, avec lequel t-shirt on a le plus chaud. Alors souvent ils arrivent à nous répondre que c'est le t-shirt noir, mais forcément pourquoi? Parce qu'on absorbe la lumière, et comme les capteurs fonctionnent par infrarouge, c'est pour ça qu'en fait on leur fait croire que la distance est plus grande quand il y a du noir en dessous. C'est pour ça qu'il y a qu'on prend un petit peu de temps là-dessus pour leur expliquer tout ça. Du coup après en VPL avancé, on peut du coup commencer à rentrer dans les stands, en passant par des modes. Enfin, sans le mode VPL avancé, on pourrait rentrer dans les stands, mais on ne peut pas s'arrêter. Ou alors il faut utiliser les 2 boîtiers, rajouter des boîtiers pour dire si j'ai un objet à droite et à gauche
de je m'arrête, etc. Là, dans cet exemple-là, en AVP à l'avancée, du coup, on peut commencer à utiliser les modes. Donc on va avoir 4 LED qu'on peut allumer et éteindre pour choisir le mode dans lequel on est. Et du coup, on peut avoir pour différents comportements pour un même événement en fonction du mode dans lequel on est. Ce qui nous permet du coup là de pouvoir rentrer dans le mode stand. Je vais avancer lentement mais continuer à suivre la ligne, m'arrêter pendant un certain temps et repartir. Donc ça. Donc on voit bien la boîte sur le côté, l'arrêt au stand. Le robot qui le détecte, on voit qu'il vient de changer de lumière là, donc il vient de changer de mode. On voit que la vitesse n'est plus la même, on a pu changer la couleur. Il va s'arrêter pendant un certain temps, on a du coup un deuxième mode qui s'est enclenché là. Et ensuite il redémarre et il repasse dans le mode de course. Donc on peut s'amuser à compter, on peut commencer du coup quand on est avec des modes comme ça, en VP à l'avancée on peut commencer à compter les choses du coup. En fonction des modes dans lesquels on passe, on peut compter un nombre de tours avant de rentrer au stand, ce genre de choses. Donc là on voit tout de suite que le programme est un poil plus compliqué qu'en CM2 du coup. Et donc du coup voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup en VP à l'avancée, on peut du coup régler les seuils de détection. Donc du coup à chaque fois en fonction du mode, c'est-à-dire que là par exemple j'ai aucun mode sélectionné, je suis en gris, c'est-à-dire que je vais faire cette action là, quel que soit le mode dans lequel je suis. Donc ça c'est juste le suivi de ligne basique, et ensuite il y a juste pour avancer, on va voir qu'on va avoir deux fois cette carte là mais avec du coup un mode différent, et on se rend compte que du coup les vitesses sont différentes et qu'on ne déclenche pas forcément exactement les mêmes actions derrière. Et du coup, le dernier exemple, du coup, c'est le safety car, du coup, avec la communication. Donc c'est toujours pareil, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en mode projet. On reprend les choses qu'on a fait avant, mais du coup, on change encore d'interface de programmation. Donc là, du coup, on passe sur du block-li, donc il faut réussir à retrouver les choses qu'on arrivait à faire avant. Bonjour. Et donc on a toujours plusieurs variantes, donc comme je disais tout à l'heure, hein, si on arrive à suivre la ligne et qu'on rattrape quelqu'un devant, on va ralentir. Si au bout de 3 fois que je passe devant les stands, je vais me dire que j'ai plus d'énergie, donc je vais rentrer au stand. Et du coup, il rajoute de la safety car. Donc c'est toujours pareil, hein. La complexité des choses qu'on leur demande, ça dépend en fait de l'avancée des élèves aussi. Donc on peut leur demander de plus en plus de choses compliquées, et après c'est à l'imagination aussi de chacun. Donc ça c'est un exemple avec la safety car. Donc j'ai mes deux Formule 1 qui du coup sont en train de faire la course. Et la safety car du coup qui est dans les stands. On déclare qu'il y a un incident sur la course, donc on fait rentrer la safety car. La safety car se met en mode d'alerte. Elle vient de communiquer avec la première, du coup la deuxième se met à ralentir aussi. Et la troisième, dès qu'elle va arriver. Alors après, le petit souci qu'on a parfois ici, c'est en fait dans les virages. Parce que la communication infrarouge se fait par les capteurs du coup de proximité. Et dans les virages, parfois, on a des problèmes de communication, on peut rater le message qui est passé, par exemple. Et donc la safety car va bientôt déclarer que l'incident est terminé, donc elle va se remettre à réaccélérer, elle va re-rentrer dans son stand à elle. Et les Formule 1 vont pouvoir reprendre leur course. Donc dans cet exemple-là, on a un stand qui va être réservé du coup pour la safety car, et on pourrait du coup ensuite mettre un objet ici pour pouvoir faire rentrer les Formule 1 elles dans leur propre stand au bout d'un certain nombre de tours, etc. Donc du coup quand on a un groupe qui avance très vite, on peut lui demander du coup une fois qu'il a écrit le code pour la Formule 1, de recréer un code du coup pour la safety car. Et donc là c'est juste la partie pour la safety car. Qui est déjà un petit peu conséquente, et je ne sais plus si on a mis le code pour la Formule 1. Je crois qu'on n'a pas mis parce que ça prenait trop de place. Parce que la Formule 1, du coup, à chaque fois, on a des petits blocs en fait, qui sont rajoutés au fur et à mesure. C'est l'avantage du mode projet. C'est qu'on a des petits blocs, à chaque fois, on agrandit, et du coup, on se retrouve avec des codes assez compliqués quand on veut vraiment tout prendre en compte, le fait de rentrer au stand, le fait de la safety car, mettre les protocoles de communication, ce genre de choses. Ça prend beaucoup de place. Du coup voilà, donc on fait plusieurs fiches d'activité, telles que le gendarme et le voleur. Donc là c'est un circuit qui est ouvert dans un coin, on considère que c'est une maison, on met un gendarme et un voleur.
Les deux doivent essayer de se déplacer à l'intérieur sans taper dans les murs qui sont du coup la ligne noire. Et il faut essayer de sortir avant que le gendarme ne se rattrape. Donc le voleur, lui, quand il va voir quelqu'un, il va partir sur le côté. Alors que le gendarme, lui, va essayer d'aller vers cet objet-là s'il voit un objet. Donc on a plein de petites courses comme ça qu'on peut faire. On a des labyrinthes aussi sur lesquels il faut sortir. On a une position donnée, il faut trouver le code pour sortir à partir de la position où on est. Pareil, on va se déplacer dans des lignes noires. Les abeilles butineuses, donc on va se déplacer. Et dès qu'on va détecter une fleur, il va falloir s'arrêter sur la fleur un certain nombre de temps, changer de couleur, ce genre de choses. La mouche et l'araignée, donc c'est un peu le même principe que le gendarme et le voleur. La différence, c'est que du coup l'araignée, elle est cantonnée sur sa toile. Elle a un trajet qu'elle doit faire. Et la mouche, elle, va se déplacer aléatoirement et elle va essayer d'éviter l'araignée. Et l'araignée va essayer d'attraper la mouche du coup. Attends. L'auto-tamponneuse aussi. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que les gyroscopes, il faut arriver à les régler correctement pour arriver à bien détecter les chocs. Parce qu'en fait, quand le robot va rouler, c'est très rare d'avoir une surface très lisse et où tout se passe bien et où le robot va rouler parfaitement sans avoir de vibrations trop importantes. Donc c'est assez compliqué ça, on est en train de travailler dessus. Donc on a fait pas mal de tests pour certaines activités et on va encore en réaliser du coup cette année. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une co-construction parce que c'est en fonction de ce que nous on essaye, de ce que les enseignants essayent, des retours qu'ils nous font, des idées qu'ils ont aussi. Et on essaye d'avoir le maximum de liens du coup avec les compétences par rapport au cycle 3 et 4. Donc il y a d'autres activités qu'il va falloir développer encore. Et on aimerait du coup voilà, essayer de faire un petit livret avec tous les types d'activités. Là, vous avez amené un tapis, mais en fait, il y a plusieurs tapis qui sont livrés pour la livrette. Oui, c'est ça. Du coup, chaque activité a son tapis, normalement. Oui. Et après, on peut aussi avoir des problèmes. Parfois, vous mettez votre tapis, tout marche bien. Et puis la journée commence à avancer un petit peu. Puis vous avez un petit peu de soleil sur le tapis. Et bah, là, parfois, on ne maîtrise pas complètement parce qu'il y a beaucoup du coup, de lumière infrarouge qui vient du soleil. Et on peut parfois avoir des perturbations. Et le robot qui a des comportements un peu inattendus, des choses un peu bizarres. Mais... Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Par rapport aux différents robots, donc, vous disiez qu'il y en avait les plus simples pour les plus petits. Oui. Et c'est les 3 collèges qui ont tous ces robots qui les prêtent ensuite? Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, je ne sais plus où. Mais oui, c'est le collège qui a en fait du coup, et qui a aussi les tapis du coup. C'est le collège qui a du coup les kits complets, c'est-à-dire, je vais retrouver. Voilà. Chaque collège du coup a la valise avec les tapis associés à chaque fois. Du coup, quand on réserve la mallette, en fait, on réserve les robots et les accessoires utiles pour faire nos activités. Pourquoi vous avez choisi Blockly plutôt que Scratch? Bah, parce que la passerelle pour aller sur le Timio, elle n'est pas très très bien. Après, j'ai essayé un Blockly Fortimio qui a des gros soucis aussi. C'est-à-dire que quand on lance un événement, il se relance en permanence. Enfin, j'avais essayé des choses qui ne marchaient pas du tout. Et le plus simple jusqu'à maintenant, c'est les codes qu'on a montrés après. On l'a fait avec le Blockly directement d'Azeba, qui est gratuit et qui est fourni avec le robot. Donc, et qui marche très bien. Ensuite, il y a des modes où il y a des choses qui marquent toutes seules. Hop, hop. Par contre, je ne peux pas faire ça. Là, il faut faire des petites lignes. Là aussi, c'est pas facile pour un gamin qui est ordinaire de pouvoir identifier un petit peu ce qui est en train de faire le robot. Pour dire que c'est une couleur de ligne, c'est pas direct pour nous-mêmes, c'est pas forcément évident, on ne passe pas directement à ce terme-là. Donc voilà, donc on est travaillé sur ce ligne. Et après, vous l'avez compris, à partir du moment où on est au collège, même en CM2, maintenant on va plus utiliser le mode, on va les créer. On va créer les programmes sur ça. Donc on repart sur des programmes, sur des lignes. On repart sur des programmes pour éviter les obstacles, comme dans le monde des hommes. Évidemment, c'est les obstacles. Alors on va refaire ces programmes-là. Et puis après on tombe sur l'histoire de la Formule 1, c'est du procédure de ligne, et où ensuite il va falloir tout un endroit pour les petits et l'enquête de protection de la gauche, alors que tout se fera sur la droite. Donc là, c'est le programme de Oui. J'ai déjà 2 formules là.
il est directement sur la carte, il reste dedans, c'est pas comme avec Scratch où il faut que ça communique en Wi-Fi et un problème de Wi-Fi. Alors, il y a deux types de communication pour Pignon, soit en filaire, c'est-à-dire, vous l'avez vu, on a un câble USB, on le branche directement, on transfère le logiciel dessus, on débranche le piloté qui est installé. Soit on peut le piloter grâce à un dongle, c'est pas de Wi-Fi, mais c'est pareil. Et là, on peut le piloter en direct. On peut le transférer sans avoir besoin de le reconnecter. Et les deux marchent, les deux ont des problèmes. Le dongle Wi-Fi, quand vous en avez 10, ça commence à saturer. Et le connecteur USB fatigue rapidement quand on le branche, Donc, c'est le 25 €. Que le dongle, pas parce qu'on met pas certains imprimés comme dans le. La rail est devant pour la safety car. Normalement. Le passage jaune, voilà. Donc là, il ralentit et là, il est en train de transférer un code numérique sur ces capteurs qui a reçu la première Formule 1, voilà, qui s'est mise en rouge et qui ralentit pour dire je suis en safety car. Et là, on va avoir un problème, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, l'autre le reçoit quand même, on l'a reçu assez loin quand même. Là, ici, là, on a un petit défaut hein, sur le circuit. Normalement, il devrait continuer tout droit. Hein. C'est pas fait exprès, c'est un petit défaut sur la conception du circuit. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Et là, il est reparti. Et l'autre a reçu le code. Et elle est en train de transférer le code numérique de redémarre tout autour d'elle. Alors, vous voyez, l'autre est trop loin, elle n'a pas reçu encore le code. Donc là, elle va se faire rattraper par celle-là, elle va se mettre à accélérer parce qu'elle va recevoir le code par devant. Par le capteur de devant. Alors, hop, attends, je vais faire carton. On avait l'accident. Non, mais normalement, il doit l'éviter ça. Voilà, elle a reçu le code numérique qui lui a dit de repartir. On a effectivement, pour faire ça, il faut quand même, ça paraît pas très compliqué, mais en termes de, voilà, là, donc là on a une temporisation qui fait que, évidemment, hop, on démarre par là. Hop, on vient par là. Voilà, ça n'est pas d'un bon point. Tu peux pousser, Parti trop, on a poussé trop. Voilà. Ah, elle va un peu plus vite celle-là. Alors là, on est face à des problèmes, vous voyez, la voiture rouge derrière. La voiture rouge derrière, elle n'a pas tout à fait la même calibration du moteur. Donc pour la même vitesse réglée, elle va un chouïa plus vite. Et ça, c'est le problème physique quand l'intimidation ne va jamais. Et là, je veux faire quelque chose, je ne sais pas tout à fait à quel niveau, vous voyez, je sais à quel niveau. C'est pas très grave. Quand je tourne une fois, c'est pas très grave. Mais si je fais 4 ou 5 fois 80 degrés, j'aurais déjà fini de les erreurs. Comme on peut travailler sur le Il n'y a pas de problème de diamètre de roue là. Normalement, Non, c'est les mêmes. roues sont les mêmes et elles sont solides, ça marche bien. Elles ne s'usent pas. Après là c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut rajouter des choses. C'est-à-dire que là j'avais juste fait ralentir de temps pour être à peu près à la même vitesse normalement que la safety car. Et on pourrait faire un code qui va du coup nous recalculer en permanence du coup qui va recalculer du coup la distance qu'il y a devant. Et en fonction de la distance, on pourrait refaire ralentir et adapter la vitesse à chaque fois. Parce qu'effectivement, on pourrait faire pour que la démo soit plus propre. De toute façon, les démos ne marchent jamais correctement. Il y a toujours l'effet. J'ai essayé de faire dessiner avec le robot alors qu'on mettait un stylo, c'est de faire un carré, un rectangle, ça marche pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça ne suit pas les distances. Il n'y a pas de servomoteur dedans, de toute façon. Il n'y a pas de servomoteur dedans. Donc en fait, tout est faux, quoi. Donc on ne peut même pas faire un carré avec ça, quoi. C'est compliqué. Je trouve que c'est dommage, quoi. Pour le minimum qu'on peut faire avec un gamin de 6ème, faire un carré, Ouais, on peut pas. c'est compliqué. Au bout d'un moment, ça part. C'est jamais pareil. Après, c'est pas fait pour ça. Pignon n'est pas fait pour ça. Il est Ouais, fait, c'est pour ça que dans la présentation, on vous a parlé de formation événementielle. Mais tout de suite, il faut faire intervenir les capteurs. Pour Voilà. le 6ème, je trouve que c'est compliqué. Pour vous dire, nous on les utilise au CM2. Ouais, mais c'est compliqué un capteur pour un 6ème, je trouve. Ouais, enfin, Moi, j'ai fait un labyrinthe, par exemple, vous devez aller à droite, à gauche, ben, ils sont labyrinthe parce qu'il n'a pas droit, il ne tombe pas comme il faut. Donc, ah oui, mais parce que, je suis déçu, voilà. continue. Non mais voilà, parce que vous êtes sur la programmation séquentielle. Oui, le truc simple, on va à droite, on tourne. Alors nous, on on n'utilise pas la programmation séquentielle, on utilise la programmation événementielle. On dit, dès que tu détectes le mur, oui, voilà. Mais tout de suite, c'est dès que, ou si, voilà. voilà. Mais c'est la vraie vie. C'est-à-dire que vous allez avancer jusqu'à la porte dès que vous estimez que vous êtes plus proche de la porte. En fait, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Voilà, la programmation, elle est sortie. Je sais, l'autre il a poussé.
Moi je pensais faire un truc très simple pour les 6e, bon, je m'aperçois qu'on ne peut pas être INO. Voilà. Donc, on prend Si, notre si, robot. on peut faire des choses simples. Pas faire un J'ai la carré. labyrinthe, il ne passe pas dedans. Quoi. J'ai calibré les roues, calibré les vitesses, calibré les... Ah, nous, on a un labyrinthe très simple dans lequel ils sortent. Mais sans capteur, je parle. Hein. Dans les capteurs, c'est Parce compliqué. que sur 50 cm, il n'a pas droit. Il part un peu en biais, après 90, il fait 85 ou 95. Donc, Mais encore une fois, si vous voulez faire de la programmation séquentielle, ça marche pas. c'est pas Oui, Kinio mais là, qui j'ai compris comprenez. qu'on a reçu autre chose. Kinio est pas fait pour faire la programmation séquentielle. Parce que par rapport à ce qu'il est fait, il pourrait se le faire avec du Dash, du coup. Avec du Dash, des logiciels, d'autres robots comme Dash, Je choses fais comme ça. robot. Oui. C'est d'autres Parce robots. qu'on a déjà des NXT, on a des Go, après on a un bot, on a ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, j'étais encore en 4e, je sais pas, c'est par 10 ou 12 quoi. Donc, Mais puis, franchement, je comprends votre frustration, mais on peut faire beaucoup de choses avec Kinio à partir du moment où on rentre dans la formation séquentielle. Là, par contre, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses moi au intéressantes. 6e, c'est mon introduction quoi. Oui, tout à fait. On va d'abord le commande au clavier, bon ça il n'y a pas de souci. Puis après, ben voilà, tu vas tout droit, tu vas. Voilà. C'est un truc sympa, quoi. Enfin, juste avancer, Ouais. tourner, avancer et tourner. Ouais. mais Ça marche pas. Enfin, si je mets dans un labyrinthe, quoi. Enfin, si je mets dans un parcours que j'ai tracé, quoi. si vous pouvez utiliser un capteur. Donc il faut utiliser le capteur. Ouais. Mais c'est un peu plus compliqué quoi, utiliser le capteur. Plutôt que de dire va tout droit, fais tant de centimètres en avant, Vous croyez que tourne à- c'est plus simple ça que... peut-être Moi, pas- je pense que c'est plus simple pour un gamin de dire tu avances jusqu'à ce que tu aies un mur, que de lui dire tu vas calculer. Non, tu lui dis tu fais 10 pas tout droit, après tu tournes à droite de 80 degrés, tu fais 10 pas à gauche. Nous, c'est ce qu'on fait, mais avec les Dash, du coup, on a un quadrillage, et après, on vient poser des cartes sur le quadrillage, pour représenter des murs, ce genre de choses. Un peu comme ce qu'on a eu sur le code.org. Mais c'est de toute façon, c'est pénible. Hein. De toute façon, je le répète pour que ça soit très clair, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce robot-là est fait pour faire de l'événementiel. Donc dès qu'on va vouloir faire de longues séquences d'instructions en répétant des opérations, eh bien, c'est ce que vous disiez, hein, la dérive sur les angles, sur la distance, etc. va faire qu'on va avoir pas mal de maths. Alors que si on est sur une partie plutôt de répétition d'actions en fonction des événements, il y a une réinitialisation chaque fois, et on repart et on annule l'erreur systématiquement, qui va permettre de repartir là-dessus. Un bot, pour quelle utilisation, quelle fonctionnalité? Un bot, c'est à peu près, pour nous, c'est à peu près au même niveau. En fait, je crois que c'est ce qu'il faut. CM2 vers Peut-être pas à partir du CM2, mais ouais, au collège, lycée. Les 4. Cycle 4, lycée. Cycle 4, lycée. C'est plus précis un mode, plus précis. que- Ouais. Oui, tout à fait. Oui. C'est pas mal. Oui, plus cher. Il y a combien maintenant? Oui, sur un 159, un mode, il est 90. Ah oui, le nouveau là? C'est avec un acheté l'année passée. Ils sont moins chers les blocs que ceux-là. Les modes que ceux-là. Ah, je crois qu'il les avait plus chers. Guy, il a changé ça de son. On avait changé ça comme ça? Sans le changer. Mais l'autre est déjà mis, quoi. Il a déjà une belle changée. On avait changé ça comme ça? Puis après, bon, pareil, sur l'ordinateur, on passe avec le pied up, les gamins ils rentrent, ils mettent la casse d'angle, enfin, oui. Ouais, après, bon, ça demande. c'est fragile, ça c'est vrai. La partie USB est fragile, hein, ça c'est clair. C'est celle qui pète la première. J'ai vu un seul capteur qui a cramé en 4 ans sur les Timio. Pourtant, on les utilise de manière assez intensive. Donc, il est assez solide, hein, il a été conçu pour ça, hein, de toute façon. Par contre, le connecteur USB, c'est un vrai problème. Le connecteur, on a Et 3 ou surtout 4. que pour le ressouder, parce que nous on essaie de les Oui, réparer, bah, moi j'essaie aussi. vous avez la carte, quoi. Hein. C'est vraiment extrêmement petit et c'est quand même compliqué avec Ouais, du c'est matériel. qu'à loupe, un micro fin soudé voilà, encore. c'est compliqué. Donc on essaie de trouver un petit ustensile à rajouter, un petit câble souple à rajouter derrière pour pas avoir à taper sur le connecteur et qu'il y ait quelque chose qui absorbe un peu le coup. Un USB, j'ai commandé pour Ouais. le mettre ailleurs. Alors le problème c'est que si le câble est trop long, le capteur de derrière, Là, c'est tout seul, je traîne. donc on a d'autres soucis. Voilà. Bon, de toute façon, quel que soit le robot, il y a des problèmes. Mais en fait, l'idée principale qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était ça, c'était en fait cette histoire de co-construction. Ce que vous voyez là, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui,
a été fait sur idée et sur demande d'un professeur de collège, M. De Grève du collège de Cabreton, donc qui voulait développer cette activité. Et c'est un élève de 3e qui a fait un stage d'observation chez nous, qui a développé tous les algorithmes, en partenariat avec Timothée. C'est ça. Il t'a appris des choses, hein? Non. Non, ça, le robot, je le connais depuis assez longtemps, celui-là. Mais... Voilà, donc on a essayé de mesurer pour voir si c'était quelque chose qui était faisable. Bon, l'élève n'était pas parmi les plus mauvais, donc il s'est débrouillé. Mais on essaye de voir si, voilà, en fonction des retours qu'on a et des échanges qu'on peut avoir avec les profs de nos secteurs d'intervention, si on peut développer des activités comme ça. L'idée étant, c'est ce qu'avait mis Timothée dans la dernière diapo, de pouvoir essayer de développer un cahier d'activité, cycle 3, cycle 4, qui soit disponible pour publier des idées. Après les tapis... Parce que c'est vrai qu'au niveau collège et au niveau lycée, souvent on a un peu de mini, parce qu'il y a beaucoup de choses, on trouve beaucoup de choses sur internet, mais souvent des choses très compliquées, et il n'y a pas de séquence pédagogique comme ça, bien avancée, ou des choses comme ça, linéaires, avec voilà, des niveaux de difficulté croissants. C'est ce qu'on voudrait essayer d'arriver à faire. Et après, vous intervenez dans le Atlantique.